suis ici pour vous présenter les résultats d'un travail réalisé en collaboration avec Sonia et Marie-Ève Aluko. Donc, je suis affiliée à la fois avec l'Institut ici et avec l'Université du Québec en Outaouais au campus Saint-Jérôme. Donc, c'est une étude qui a été réalisée tout récemment. On est encore en effervescence en termes de réflexion, donc ça me fait vraiment plaisir de venir vous en parler. Puis je suis vraiment intéressée justement d'avoir vos réflexions puis vos points de vue en fin de présentation également. Si en cours de présentation, vous avez des questions d'éclaircissement, n'hésitez pas non plus. Je sais que j'ai tendance à parler vite, donc je vais essayer de ralentir le tempo un brin. Donc voilà. Sans plus tarder, un petit plan de la présentation assez classique. Je ne révolutionne pas la chose, mais je vais commencer par un bref survol du cadre légal, en fait, qui encadre la protection de la jeunesse. Ensuite, un petit contexte. Donc, on va vraiment parler au-delà du signalement, quels sont les besoins des enfants et de leur famille lorsqu'il y a contexte justement de signalement. Ensuite, je vais vous présenter la méthode, les résultats et quelques pistes de réflexion associées justement au travail qui a été réalisé en compagnie de Sonia et de Marie-Ève. Donc, si ça veut collaborer, voilà. Selon donc, la Constitution canadienne, évidemment, toute la législation qui entoure la protection de l'enfance relève du palier provincial. Donc, au Québec, c'est la loi de la protection, la loi sur la protection de la jeunesse qui encadre en fait le spectre des situations sous lesquelles la sécurité ou le développement des enfants peut être considéré comme étant compromis. Cette loi-là a eu des modifications assez majeures en 2007. Donc, il y a en fait 6 motifs sous lesquels on peut signaler une situation de négligence, de mauvais traitement en fait. Et en 2007, les modifications qu'on a apportées, ça a un peu élargi le spectre des situations en incluant le concept de risque d'occurrence de certains mauvais traitements. Donc, 6 situations, dont 3 d'entre elles qui incluent à la fois l'occurrence, mais aussi le haut risque d'occurrence de certaines formes de mauvais traitement. Donc, vous êtes probablement tous assez familiers avec le processus. Donc, une fois un signalement reçu, il y a une brève évaluation. On détermine s'il y a objet, donc de pousser l'évaluation plus loin. Si on retient le signalement, on pousse l'évaluation et ça peut mener à 3 conclusions. Donc, fait non fondé, fait fondé avec sécurité et développement non compromis ou fait fondé avec sécurité et développement compromis. Maintenant, la maltraitance en soi, évidemment, c'est une problématique qui est relativement complexe et plus on gratte, plus on réalise que c'est très, très complexe comme problématique. D'abord, il y a plusieurs angles sous lesquels on peut s'intéresser à cette problématique-là. D'abord, on peut s'y pencher d'un point de vue populationnel, c'est-à-dire, par exemple, les enquêtes de l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, qui vont aller voir d'un point de vue populationnel, donc dans la population générale, aller sonder un peu la maltraitance auto-rapportée. Ce qui est intéressant avec ces enquêtes-là, c'est que ça permet d'aller, c'est pas très clair au niveau de la définition, mais ça permet d'aller au-delà des motifs, des situations, des signalements faits aux autorités officielles. Ça permet d'aller voir un peu plus creux dans des cas de situation qui n'auraient pas été justement rapportés aux autorités officielles. Il y a une possibilité, par contre, de biais avec les enquêtes populationnelles parce que, évidemment, si on s'intéresse à des données qui sont auto-rapportées, bien, il y a peut-être certains parents qui peuvent être réticents, justement, à déclarer des comportements qui peuvent être considérés comme étant répréhensibles. On peut aussi se pencher sur la maltraitance d'un point de vue étiologique, c'est-à-dire on peut se pencher sur certaines variables, par exemple des facteurs de risque ou des conséquences, pour voir justement c'est quoi les associations entre ces variables-là et la maltraitance en tant que telle. Donc vraiment adopter une approche qui est centrée sur les variables pour voir bien, justement par exemple est-ce que la négligence est associée avec l'isolement familial par exemple. Donc on s'intéresse à certaines variables pour voir justement bien, c'est quoi les facteurs de protection puis les conséquences qui sont associées à la maltraitance. Ce qui est intéressant avec les études étiologiques, c'est que ça permet justement d'un point de vue tant de la compréhension de la problématique que d'un point de vue d'intervention, mais d'aller cibler justement des leviers d'intervention puis d'avoir une compréhension un peu plus approfondie de différentes trajectoires, en fait, de maltraitance. Finalement, on peut aussi s'intéresser à la maltraitance d'un point de vue des études d'incidence, comme c'est le cas aujourd'hui. En fait, nous, on a pris les données de l'étude d'incidence 2014. Donc, les études d'incidence, ça permet de faire un portrait clair des situations qui sont déclarées au service de la protection de la jeunesse pendant une période X. Donc, ça permet vraiment d'avoir un portrait de toutes les situations qui sont rapportées au niveau 1, donc vraiment au service de protection de la jeunesse. Donc, oui, c'est une problématique complexe et d'autant plus qu'il n'est pas inhabituel de constater une co-occurrence de différentes formes de mauvais traitement.
c'est-à-dire l'occurrence de plus d'une forme de maltraitance à la fois. Puis les conséquences de cette co-occurrence-là sont relativement complexes, c'est-à-dire que le portrait familial d'une famille dans laquelle il y a de la co-occurrence de différentes formes de mauvais traitement est plus complexe et plus difficile à saisir selon les différentes formes de mauvais traitement qu'une famille, par exemple, où il y aura un seul motif de maltraitance, par exemple. Il y a des études qui se sont penchées, par exemple, sur l'abus physique en tant que tel. Donc, Larrivée et ses collègues qui se sont intéressés à l'abus physique et ils ont réussi à démontrer, en fait, que les besoins des enfants et des familles qui vivent où il y a exclusivement de l'abus physique sont vraiment différents. Puis le portrait est vraiment différent d'une famille où il y a co-occurrence d'abus physique et d'autres formes de mauvais traitement. Donc, dans ces situations-là, dans cette étude-là, ce qu'on a montré d'abord, c'est que le portrait familial, dans une famille où il y a exclusivement de l'abus physique, ce qu'on réalise, c'est que c'est souvent constaté en contexte disciplinaire. Donc, par exemple, au niveau des pratiques parentales orientées vers la punition corporelle, si on veut. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est souvent une occurrence simple, donc en réaction à une situation ou à un comportement. Ce qu'on constate quand on sonde les parents dans des situations d'abus physique constatées de façon exclusive, c'est que ce sont des parents qui rapportent généralement peu de problèmes et qui collaborent relativement bien avec les services de protection. Il y a parfois une composante culturelle qui est constatée, qui a été démontrée par quelques études aussi dans des cas de ces situations-là. Donc, le portrait familial, lorsqu'il y a abus physique exclusivement, en fait, c'est souvent constaté dans le cadre de pratiques parentales qui divergent des normes sociétales. Donc, on a appelé, en fait, ces situations-là la dysnormalité, donc qui dévie un peu de la norme. Qui dévie de la norme. Ensuite, lorsqu'il y a co-occurrence d'abus physiques avec d'autres formes de mauvais traitement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent récurrence, justement, non seulement de différentes formes de mauvais traitement, mais c'est qu'il y a chronicité de ces mauvais traitements-là également. Ce qu'on constate dans ces situations-là aussi, c'est une vulnérabilité systémique. Donc, par exemple, des problèmes financiers, des problèmes de santé mentale, de l'isolement social. Donc, une vulnérabilité qui est plus élargie, si on veut. Ce qu'on constate dans ces familles-là aussi, c'est que la collaboration est plus difficile. Donc, ces cas de figure-là, on les a nommés dysfonctionnement. Donc, vraiment une vulnérabilité qui est plus chronique, plus élargie aussi, si on veut. Ce que ça amène comme constat, en fait, c'est que les études populationnelles et étiologiques sont intéressantes, sont nécessaires aussi pour mieux comprendre la problématique de la maltraitance. Ce qu'on constate, par exemple, c'est que la co-occurrence, la grande complexité des situations auxquelles on s'intéresse, puis la grande variabilité des contextes, même à motif de signalement égal, ça rend difficile l'identification d'interventions qui sont appropriées aux besoins. Au-delà de la réponse immédiate au motif de signalement, il est difficile d'aller bien saisir quels sont les besoins des familles puis des enfants pour vraiment intervenir de façon différentielle puis appropriée en fonction des besoins spécifiques. Donc, dans l'optique d'intervenir efficacement puis de bien comprendre les besoins, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une nécessité d'adopter un point de vue inductif, c'est-à-dire de considérer le motif de signalement au même niveau qu'un ensemble d'autres variables qui sont relatives à l'enfant et à sa famille. Donc, quel est le portrait plus global? Quels sont les facteurs de risque de protection? Quelles sont les forces, les vulnérabilités qui sont en présence dans la famille? Il y a vraiment une nécessité d'obtenir un portrait qui est holistique, écosystémique des besoins des enfants vulnérables et de leur famille pour vraiment intervenir de façon appropriée, de façon différentielle, si on veut. Il y a un modèle écosystémique et développemental qui est de plus en plus répandu pour l'évaluation et l'intervention auprès de familles vulnérables, qui a été élaboré en Grande-Bretagne à partir de résultats de recherche dans divers domaines. Vous êtes probablement familier avec ce cadre conceptuel-là. Donc, c'est le cadre conceptuel du développement et du bien-être de l'enfant. Par le biais de 3 dimensions qui sont interreliées, il présente donc une vision plus globale du bien-être, du développement des enfants vulnérables dans ce cas-ci. Donc, il y aurait, selon ce cadre conceptuel-là, une interaction entre 3 grandes dimensions. Donc, les besoins développementaux et le bien-être de l'enfant, les capacités parentales à répondre à ces besoins-là, puis tous les facteurs familiaux et environnementaux qui sont susceptibles d'influencer la réponse aux besoins des enfants. Donc, ce cadre-là présente vraiment les 3 dimensions qui, ensemble, vont s'inter-influencer pour permettre de mieux comprendre, justement, quels sont les besoins des enfants et des familles.
Selon ce cadre-là, donc, une situation de maltraitance ne peut pas être considérée ou bien comprise sans considérer justement les 3 dimensions du cadre conceptuel. Ce cadre conceptuel-là, donc, il est reflet justement d'une grande complexité. Hein. Il n'y a pas seulement le motif de signalement, mais on voit qu'il y a une constellation d'autres variables qui peuvent nous être utiles pour bien comprendre les besoins. Donc, ça soutient la nécessité de considérer la maltraitance sous un autre angle. Ça soutient aussi la nécessité de prendre un pas de recul face au motif de signalement pour considérer simultanément une constellation d'autres facteurs qui sont informatifs tant pour l'évaluation que pour l'intervention. Donc, d'un point de vue méthodologique, ça soutient aussi la pertinence des données, des méthodes centrées sur les personnes. À l'inverse des méthodes centrées sur les variables, dont j'ai parlé un peu tantôt quand j'ai parlé des études étiologiques qui vont regarder, bon, quelle est l'association entre telle variable et telle variable. Mais les approches centrées sur les personnes permettent de considérer différentes associations de variables selon différents portraits, selon différents cas de figure. Donc, ça permet justement de prendre un pas de recul puis de dire, bon, ben, il y a une corrélation qui a été démontrée selon une approche centrée sur les variables entre l'isolement social et la négligence, donc, ce que j'ai dit tantôt, mais cette association-là n'est pas vraie nécessairement pour toutes les familles vulnérables. Donc, ça permet justement, en prenant une méthode centrée sur les personnes, ça permet d'aller voir quels sont les différents portraits familiaux, puis quelles sont les familles où cette association de variables-là est vraie et quelles sont les familles pour lesquelles cette association-là n'est pas vraie et pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les facteurs, les besoins différentiels en fonction des différents portraits de famille, si on veut. Donc, ça permet d'aller voir justement différents cas de figure. Évidemment, des études comme ça a déjà été réalisé. Par exemple, on a une étude réalisée en 2004 par Ward qui se sont intéressés à 648 enfants anglais placés des suites d'un signalement de maltraitance. Donc, ils étaient placés en ressources externes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé le cadre théorique que je vous ai présenté tantôt, donc qui considérait à la fois les besoins, les capacités parentales à répondre à ces besoins-là et les entraves environnementales et familiales à la réponse aux besoins. Ils ont pris ce cadre théorique-là pour considérer toutes les variables qui peuvent être informatives en lien avec les besoins des enfants. Ce qu'ils ont réalisé, c'est des analyses de regroupement, donc en bon français des cluster analysis, qui ont permis de distinguer en fait 5 groupes de familles, 5 portraits différents. D'abord, ils ont identifié un groupe d'enfants vivant avec des parents présentant de faibles habiletés parentales. Donc, ici, la vulnérabilité était surtout concentrée au niveau des capacités parentales à répondre aux besoins développementaux des enfants. On avait ensuite des enfants vivant dans des familles dysfonctionnelles avec des parents présentant de faibles habiletés parentales, donc des entraves à la fois au niveau de l'environnement familial, mais aussi des capacités parentales à répondre aux besoins. On avait ensuite des enfants vivant des difficultés, vivant dans des familles sans problème apparent. Donc, ici, la vulnérabilité était surtout concentrée au niveau des besoins développementaux de l'enfant en tant que tel. On avait ensuite les enfants vivant des difficultés, vivant avec des parents présentant de faibles habiletés parentales. Donc, ici, deux des composantes du cadre théorique qui étaient plus vulnérables. Et finalement, des enfants vivant des difficultés et vivant dans des familles dysfonctionnelles avec des parents présentant de faibles habiletés parentales. Donc ici, la vulnérabilité était vraiment au niveau du triangle au complet, si on veut. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée en 2014. Maintenant, plus près de chez nous, il y a Marie-Ève Clément et ses collègues qui ont réalisé, en fait, l'étude a été publiée en 2009, mais c'est à l'aide des données du premier cycle de l'EIQ, donc de 1998. Ils se sont intéressés à 2254 enfants ayant eu un signalement fondé. Ils ont eu aussi recours au cadre britannique pour considérer toutes les variables qui permettent justement de mieux comprendre les besoins des enfants et des familles en situation de protection de la jeunesse. Ils ont aussi réalisé des analyses de groupement et ils en sont venus à 4 groupes distincts, donc 4 portraits familiaux, si on veut, de familles impliquées auprès des services de protection de la jeunesse. Donc, on avait des enfants faisant face à de la violence familiale, des enfants faisant face à de multiples difficultés, des enfants faisant face à de la négligence intergénérationnelle chronique et des enfants faisant face au style de vie chaotique des parents et à des conditions de vie difficiles. Donc, on voit ici que, encore une fois, la vulnérabilité était logée à différents endroits selon le cadre conceptuel.
En fait, en faisant un tour d'horizon de ces études-là, ce que ça révèle, en fait, c'est qu'il est difficile de dégager des conclusions claires. Le nombre de groupes, la composition des groupes, le nom même, l'étiquette qui est donnée au groupe, ça varie beaucoup d'une étude à l'autre selon l'échantillon, selon les personnes auxquelles on s'est intéressé, selon le contexte, selon le lieu de l'étude aussi. Donc, c'est difficile de dégager un portrait clair de tout ça. À l'échelle locale, l'étude de Marie-Ève et de ses collègues, elle date du premier cycle de l'EIQ, donc c'est-à-dire de près de 20 ans. Il y a des modifications qui ont été apportées aussi à la LPJ depuis ce temps-là, donc qui a élargi justement le concept de protection en incluant notamment le concept de risque. Donc, c'est des portraits qui seraient intéressants justement d'aller revalider en fait. Et d'un point de vue méthodologique, les analyses de profil latent ou de classe latente ont pris un peu le dessus sur les cluster analysis. Donc, c'est une méthode statistiquement un petit peu plus sophistiquée puis qui permet justement de se baser sur davantage d'indices pour déterminer c'est quoi le nombre de groupes ou quels sont les différents profils dans un échantillon qui peuvent justement nous informer sur différents cas de figure, en fait. Tout ça nous amène à la présente étude et à une gorgée d'eau assez nécessaire, vous m'excuserez. Donc, la présente étude est basée sur le cycle 2014, donc le 4e cycle de l'étude d'incidence du Québec, qui documentait 50% des cas rapportés à la protection de la jeunesse entre le 1er octobre et le 31 décembre 2014. Pour être retenu dans l'échantillon, le cas devait avoir fait l'objet d'une décision avant une année plus tard, en fait, le 31 décembre 2015. Et le questionnaire de l'EIQ est rempli par l'intervenant qui est attitré au cas. Donc, c'est une cinquantaine de questions qui sont relatives tant, oui, au motif de signalement, mais aussi par rapport aux besoins familiaux et aux besoins de l'enfant aussi. Donc, pour avoir un portrait un peu plus détaillé, justement, des situations qui sont rapportées. La présente étude s'intéresse aux cas qui ont mené à une décision de fait fondé avec sécurité et développement compromis, donc à 1455 enfants. La raison pour laquelle on a sélectionné cet échantillon-là, c'est qu'on voulait aller voir justement quels sont les différents cas de figure, les différents portraits familiaux qu'on peut dégager dans cet échantillon-là qui représente un peu l'échantillon le plus vulnérable ou le plus à risque de l'EIQ. L'échantillon comporte environ moitié garçons, moitié filles. L'âge moyen est de 8 ans et 5 mois pour les enfants. Et on a plus d'un cinquième de l'échantillon qui comporte au moins un parent issu d'une minorité visible. Pour les variables, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'on a eu recours au cadre théorique britannique que je vous ai présenté un peu plus tôt, donc qui permet justement de considérer différents points de vue pour bien comprendre les besoins des enfants et de leur famille. Donc, ici, dans les cas d'enfants signalés avec signalement retenu, sécurité et développement compromis. Toutes les variables qui ont été retenues représentent un risque, c'est-à-dire un risque ou une problématique. Et elles sont toutes dichotomisées, c'est-à-dire lorsque l'enfant avait une variable de 0, c'est-à-dire le risque est absent, il n'y a pas de problématique. Et lorsque c'est coté 1, le risque est présent, donc il y a problématique. Vous allez mieux comprendre quand je vais vous présenter les variables. Dans le cadre de ce questionnaire-là, l'intervenant répondait au mieux de sa connaissance. Donc, s'il y avait un problème qui était présent ou suspecté, et l'intervenant allait le rapporter. Donc, ce n'est pas nécessairement un diagnostic officiel lorsqu'on parle, par exemple, de troubles du spectre de l'autisme. C'est vraiment au meilleur de la connaissance de l'intervenant. Donc, pour les variables, on s'est intéressé aux trois pointes du triangle dont je vous ai parlé tantôt. Donc, ça, ce sont toutes les variables qui étaient présentes dans le IQ qui pouvaient justement nous être utiles pour bien comprendre les besoins des enfants et de leur famille. Je ne vous les nommerai pas toutes pour des raisons d'économie de voix, mais vous voyez qu'on a considéré, par exemple, du point de vue des enfants, tout ce qui peut se rapporter à des problématiques intériorisées, extériorisées, développementales, des difficultés d'attention, d'apprentissage aussi, donc on avait même des variables scolaires. Du point de vue de la réponse parentale aux besoins, on avait évidemment tous les motifs de signalement, mais aussi la chronicité ou les blessures observées sur l'enfant. Et du point de vue des influences environnementales et familiales sur la réponse aux besoins, on avait un ensemble d'entraves à la réponse aux besoins, si on veut, donc tout ce qui est consommation, violence conjugale, santé mentale, déficience intellectuelle du parent aussi. C'est toutes des variables qui ont été incluses, considérées pour essayer de dégager justement des portraits familiaux. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de variables
et il n'y a pas grand-chose à faire avec autant de variables. Ce serait vraiment agréable. Donc, notre plan d'analyse, vous allez voir, il est en différentes étapes. Donc, d'abord, sans grand étonnement, on a réalisé une analyse factorielle pour réduire justement ces variables-là, puis aller dégager des catégories ou des facteurs, donc des catégories de variables qu'on a ensuite utilisées pour réaliser justement les profils, les cas de figure ou les photos de famille selon leurs besoins différentiels. Après avoir réalisé ces analyses de profils latents-là, on a réalisé des analyses additionnelles pour aller voir, bon, maintenant, on a des portraits de famille, on a différents cas de figure, comment ces portraits-là se distinguent, quelles sont leurs différences, quelles sont leurs spécificités. Donc, on est allé voir du point de vue des besoins des enfants et des services qui ont été offerts des suites de l'évaluation aussi, pour aller voir un peu comment ces profils-là se distinguent. Première étape, donc, je vous ai dit, c'est la réduction des variables. Donc, là, ah oui, je peux bouger. OK. J'essaie de voir mon image. Donc, on est arrivé à 4 catégories de variables, donc à 4 facteurs, 4 regroupements de variables qui nous ont servi pour la suite des analyses. Donc, ici, vous avez toutes les variables qui ont été retenues des suites de l'analyse factorielle, donc toutes les variables qui loadaient, en bon français, sur au moins une des catégories de variables. Donc, le premier facteur, donc en jaune, la première catégorie de variables, on l'a appelé environnement multiproblématique. Ça inclut des variables comme la négligence, la toxicomanie, la santé mentale du parent. Donc, on voit que c'est un facteur qui représente surtout l'environnement familial plus vulnérable, si on veut. La deuxième catégorie de variables, donc le facteur 2, on l'a appelé difficulté de l'enfant parce que ça inclut exclusivement des variables qui sont relatives à l'enfant. Donc, problèmes extériorisés, intériorisés, difficultés cognitives aussi, on a inclus ça dans cette catégorie de variables-là. La troisième catégorie, donc en vert, on l'a appelé climat familial négatif. Ça inclut tout ce qui est mauvais traitement psychologique, violence conjugale, conflit de garde entre les parents aussi. Donc, quelque chose plus au niveau du climat familial, au niveau des relations qui est plus difficile. Et le quatrième facteur, on l'a appelé pratique parentale dysnormative. Comme je vous ai présenté tantôt, ici, c'était un groupement de variables qui se rapprochait un peu plus de la définition de dysnormativité qui avait été proposée par Larrivée et ses collègues, c'est-à-dire des pratiques de l'abus physique, mais dans un contexte exclusivement d'abus physique. Donc, il n'y a pas de co-occurrence d'autres formes de mauvais traitement. Ça regroupe ces variables-là. Donc, ce sont les 4 groupes de variables, donc les 4 couleurs. Il va y avoir une suite avec les couleurs pour faciliter un peu l'interprétation des profils. Donc, ce sont les 4 catégories de variables qui ont été utilisées pour réaliser la prochaine étape des analyses, c'est-à-dire l'analyse de profils latents. Pardon. On va revoir les profils plus en détail tout de suite après. Là, je vous présente juste un petit portrait pour les comparer un peu. Donc, vous vous souvenez que chacune des bandes ici représente un groupe de variables, donc une catégorie de variables qui a été dégagée des suites de la première analyse factorielle. Donc, on va voir rapidement chacun des profils. Je vous rappelle que chaque score factoriel qui a été utilisé ici représente un risque. C'est-à-dire que la moyenne est à 0 ici, donc l'axe ici. Tout ce qui est au-dessus de l'axe représente un risque qui est supérieur à la moyenne. Tout ce qui est sous l'axe, ce qui se retrouve en dessous de 0, représente un risque qui est inférieur à la moyenne. Et aussi, l'écart type est de 1 pour le score factoriel, donc ça va permettre un peu de comprendre. Donc, si on s'intéresse d'abord au premier profil qu'on a appelé non-disponibilité parentale, il regroupe 17% de l'échantillon. Et on voit que le risque est vraiment concentré au niveau de la catégorie de variables qu'on avait appelée climat familial négatif. C'est-à-dire que c'est une catégorie qui regroupait, par exemple, les variables de mauvais traitement psychologique, violence conjugale, conflit de garde. Donc, c'est vraiment une vulnérabilité qui est localisée au niveau du climat familial. On voit, par contre, qu'au niveau des pratiques parentales dysnormatives, de l'abus physique, on se retrouve sous la moyenne. Donc, on en retrouve moins que dans la moyenne échantillonnale. Donc, on voit vraiment ici que les difficultés sont plus concentrées au niveau de l'ambiance familiale, du climat familial. Donc, la problématique, si on revient un peu au cadre théorique qu'on a vu tantôt, ici, les difficultés semblent plus concentrées au niveau, oui, des capacités parentales à répondre aux besoins, mais aussi de certaines entraves familiales à la réponse aux besoins développementaux des enfants. Voilà pour ça. On va y revenir plus en détail tout de suite après.
Le deuxième profil ici, on l'a appelé le profil dysnormatif. Donc, il regroupe près de 9 de l'échantillon quand même. Et on voit qu'on est à près de 2 écarts types au-dessus de la moyenne en ce qui a trait aux pratiques parentales dysnormatives. Donc, c'est-à-dire au niveau de l'abus physique, mais sans co-occurrence d'autres formes de mauvais traitement. Donc, de l'abus physique plus exclusif. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé le profil dysnormatif ici. Le troisième profil ici, le profil qu'on a appelé négligence, donc qui regroupe quand même près de 36 de l'échantillon. Le facteur qui le distingue le plus des autres profils, c'est vraiment l'environnement multiproblématique. Si on se souvient, l'environnement multiproblématique, ça regroupe des variables comme par exemple la négligence, la toxicomanie parentale, les problèmes de santé mentale au niveau de la famille aussi, des entraves à la sécurité, donc un logement non sécuritaire. Donc, on voit vraiment que c'est plus au niveau de l'environnement, l'environnement dans lequel les enfants vivent, où il y a des entraves justement à la réponse à leurs besoins. C'est vraiment un milieu qui est plus vulnérable et un milieu dans lequel on trouve beaucoup de négligence aussi. Donc, on voit vraiment que le risque ou la vulnérabilité est localisé au niveau de l'environnement familial. Donc, si on revient, par exemple, au cadre théorique qu'on a vu tantôt, c'est surtout au niveau des facteurs familiaux et environnementaux susceptibles d'influencer la réponse aux besoins des enfants. C'est surtout là, ici, que la problématique est localisée, si on veut, dans ce portrait de famille-là. Le quatrième profil, on l'a appelé problème spécifique à l'enfant. Comme vous le voyez, on est presque à 2 écarts types au-dessus de la moyenne en ce qui a trait aux difficultés vécues par l'enfant. Donc, si on revient à l'analyse factorielle de tantôt, ça regroupait toutes les variables de problèmes intériorisés, extériorisés, les problèmes scolaires. Donc, les difficultés sont vraiment propres à l'enfant ici, propres à leurs besoins développementaux aussi. Donc, c'est vraiment un profil ou un portrait familial où on constate des difficultés qui sont plus localisées au niveau de l'enfant, si on veut. Et le cinquième profil, qu'on a appelé dysfonctionnel, regroupe près de 12 de l'échantillon. Et on constate vraiment une grande co-occurrence. Donc, il y a différentes catégories de risques qui sont au-dessus de la moyenne dans ce cas-là. On constate qu'il y a co-occurrence donc de divers types de mauvais traitements. On constate à la fois un environnement familial qui est vulnérable, mais aussi un climat familial qui est difficile, et des pratiques parentales dysnormatives, donc de l'abus physique, mais aussi, par exemple, des mauvais traitements psychologiques. Donc, quelque chose au niveau à la fois du climat familial, du climat conjugal, mais aussi de pratiques envers l'enfant. Toutefois, dans ce profil-là, les difficultés propres à l'enfant sont sous la moyenne, c'est-à-dire que les problématiques sont vraiment localisées au niveau de la famille puis de l'environnement plus global de l'enfant. Donc, voilà pour le portrait plus global puis comparatif des différents profils. Donc, si on prend chacun des profils plus individuellement, si on veut, c'est sûr que ça va nous apporter davantage d'informations. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, puis beaucoup de couleurs, puis beaucoup de bandes, donc on va revenir sur chacun des profils. Donc, ce qu'on a réalisé, en fait, c'est intéressant les profils qu'on a dégagés, mais c'était avec des catégories de variables à la suite des analyses factorielles. Donc, oui, ça nous informe, mais en même temps, ça reste un peu vague. Donc, on a décidé d'aller faire des ANOVA justement pour distinguer les profils, pour voir justement à quel point ils se distinguent ces profils-là, puis c'est quoi leur spécificité dans le fond. On est aussi allé voir au niveau des services référés des suites de l'évaluation. Est-ce que ces profils-là se distinguent? Est-ce qu'ils reçoivent différents types de services selon les différents profils dégagés? Donc, si on reprend le profil 1 qu'on avait appelé non-disponibilité parentale, ce qu'on avait constaté, c'était justement au niveau du climat familial négatif, c'est là que c'était plus problématique. La composante climat familial négatif regroupait tout ce qui était mauvais traitement psychologique, violence conjugale, conflit de garde, donc vraiment plus au niveau du climat familial. Ce qu'on a réalisé en prenant chacune des variables individuellement pour aller voir à quel point ces profils-là se distinguent, c'est que c'est dans ce profil-là qu'on comprend le plus d'abord de familles monoparentales. C'est dans ce profil-là aussi qu'on comprend le plus de problèmes de santé mentale du parent et de mauvais traitements psychologiques envers l'enfant. Donc, ça rejoint un peu la composante climat familial négatif dans laquelle on comprenait, on incluait en fait les mauvais traitements psychologiques, par exemple. C'est aussi parmi les profils qui comprennent le plus de violence conjugale et de consommation du parent. Donc, c'est vraiment, ça vient un peu confirmer, en fait, le fait que dans ce profil-là, on retrouve, oui, des entraves au niveau de l'environnement familial en lien avec la réponse aux besoins développementaux des enfants.
Donc, c'est un profil où la problématique est plus localisée au niveau de la famille, mais du climat familial surtout. Donc, ça confirme un peu la composition de ce profil-là. Si on reprend le deuxième profil qu'on avait appelé dysnormatif, on se souvient qu'on était près de 2 écarts types au-dessus de la moyenne en ce qui a trait aux pratiques parentales dysnormatives, donc l'abus physique exclusif, si l'on veut. Évidemment, c'est le profil qui contient le plus de signalements pour abus physique. C'est parmi les profils qui contiennent le plus de familles prises en charge par la DPJ pour la première fois. Donc, c'est un des profils qui a le moins d'antécédents avec la DPJ. Donc, une première entrée dans le système, si on veut, pour ces familles-là. C'est parmi les profils qui contiennent le plus de familles issues d'une minorité visible également. C'est parmi les 2 profils qui contiennent le plus de références pour des services occupationnels. Les services occupationnels, on a réalisé une autre analyse factorielle pour les services. Je vous ai épargné les détails pour ça, mais services occupationnels, ça incluait des services culturels, des services récréatifs et halte garderie aussi pour les enfants. Donc, c'est vraiment un groupe de services d'un point de vue plus occupationnel, justement. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Et c'est le profil pour lequel on compte le moins de références pour des services en lien avec la violence conjugale, ce qui rejoint un peu, justement, le fait qu'au niveau du climat familial négatif, on se retrouvait sous la moyenne en termes de risque. Donc, voilà pour le profil dysnormatif. Maintenant, le profil qu'on a appelé négligence, où la vulnérabilité était plus localisée au niveau de l'environnement du milieu multiproblématique. C'est le profil qui contient le plus de négligence, tant au niveau de l'occurrence de la négligence que du haut risque d'occurrence de négligence, donc en termes de signalement. C'est aussi le profil qui contient le plus d'indications pour des logements non sécuritaires, donc des entraves justement environnementales ou du risque présent dans le domicile. C'est parmi les profils qui contiennent le plus de consommation parentale aussi, tant d'un point de vue alcool que d'un point de vue drogue. C'est parmi les 2 profils qui contiennent le plus de références en santé et services sociaux. Donc, tout ce qui regroupe soins de santé, le médecin, le dentiste, l'orthophonie, la psychologie, la psychiatrie, par exemple. Donc, c'est parmi les 2 profils qui ont le plus de références pour ce type de service-là au terme de l'évaluation. Maintenant, le profil 4, qui est le profil de problème spécifique à l'enfant. Donc, on se souvient qu'il y a quand même 30 % de l'échantillon dans ce profil-là. Ce qu'on avait constaté, c'est que la composante liée aux difficultés vécues par l'enfant, tout ce qui était problème extériorisé, problème intériorisé, difficultés cognitives, par exemple, difficultés vécues à l'école. Ce qu'on constate dans ce profil-là, c'est que c'est le profil qui contient les enfants les plus vieux. On se souvient que la moyenne de l'échantillon est à 8 ans. Ici, la moyenne dans ce profil-là, c'est de 12 ans. Donc, c'est vraiment les enfants les plus vieux qui se retrouvent dans ce profil-là. C'est le profil qui contient le plus de troubles du comportement aussi, et parmi les profils qui contiennent le plus de familles monoparentales. Et c'est parmi les 2 profils qui comptent le plus de références en santé et services sociaux, mais axés sur l'enfant. Donc, des services de psychologie, psychiatrie, par exemple, prise en charge en orthophonie. Donc, c'est parmi les 2 profils qui comptent le plus de références au terme de l'évaluation pour ce type de service-là. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Finalement, notre profil dysfonctionnel, qui est le profil dans lequel on sentait qu'il y avait le plus de co-occurrence entre différents types de mauvais traitements, mais aussi un risque qui est un peu plus répandu d'un point de vue environnemental. Ce qu'on constate d'abord, c'est que c'est le profil qui contient les enfants les plus jeunes. La moyenne d'âge dans ce profil-là est de 6 ans, alors que la moyenne dans l'échantillon plus global est quand même de 8 ans et 5 mois. C'est le profil qui contient le plus de signalements pour risque d'abus physique, pas abus physique confirmé, mais risque d'abus physique. C'est le profil qui contient le plus de violences conjugales. Donc, le parent, à la fois autant victime qu'auteur de violences conjugales, c'est là qu'on retrouve la plus grande concentration. C'est le profil qui contient le plus d'exposition à la violence conjugale également et où on constate le plus de manque de soutien social, donc d'isolement social de la famille. C'est parmi les profils qui contiennent le plus de consommation du parent également. C'est le profil qui compte le plus de références pour des services de soutien matériel, donc tout ce qui est aide au logement, aide sociale, banque alimentaire également.
Et c'est le profil qui compte le plus de références pour les services en lien avec la violence conjugale. Donc, ça vient justement confirmer ici l'occurrence de violence conjugale. Donc, tout ce qui est, pas service de répit, mais les foyers d'hébergement ou les ressources justement d'aide pour les personnes victimes de violence conjugale. C'est aussi parmi les deux profils qui comptent le plus de références pour des services occupationnels, c'est-à-dire tout ce qui est halte-garderie, garderie, etc. Donc, c'est un profil qui, oui, contient les enfants les plus jeunes, mais qui, dans lesquels on constate justement le plus de co-occurrence et le plus de références pour des services plus axés sur à la fois la violence conjugale, mais aussi des services de soutien matériel. Un fait étonnant ici, c'est que c'est parmi les profils qui ont le moins d'antécédents avec les services de protection de la jeunesse. Toutefois, je vous rappelle que ça contient les enfants qui sont les plus jeunes. Donc, oui, ils en sont à leur premier contact avec les services, mais bon, comment ça évolue dans le temps, ce serait intéressant d'aller voir. Pardon. Donc, voilà pour ça. Donc, ce que ça nous dit, en fait, c'est que ça permet de dégager 5 profils latents distincts. Puis, relativement, on peut voir justement les différents portraits de famille. On peut constater leurs différences aussi. Ici, chez les enfants ayant fait l'objet d'un signalement retenu, fait fondé avec sécurité et développement compromis en 2014. Maintenant, quelques réflexions qui émanent de ces profils-là, ça suggère des besoins différentiels selon les différents portraits qui ont été dégagés ici. Par exemple, le profil 1 qui était au niveau de la non-disponibilité parentale, tout ce qui était violence conjugale, mauvais traitement psychologique, donc le risque plus au niveau du climat familial négatif, ça suggère peut-être des besoins d'une intervention dirigée vers le climat familial, vers les compétences parentales, donc plus vers l'environnement familial, justement. Le profil 2, qui comprenait les pratiques parentales dysnormatives, on l'avait appelé justement profil dysnormatif, peut-être des besoins d'intervention plus au niveau des pratiques parentales, des alternatives à la punition corporelle, possiblement. Le profil 3 qu'on avait appelé négligence, peut-être une intervention davantage systémique. On voyait qu'il y avait beaucoup d'entraves au niveau de l'environnement familial et de l'environnement tout court en lien avec la réponse aux besoins des enfants. Donc, une intervention qui est peut-être plus systémique dans ce cas-là. Le profil 4, les difficultés vécues par l'enfant, possiblement une intervention plus dirigée vers les besoins de l'enfant. Maintenant, cette intervention-là, dépendamment du type de besoins développementaux de l'enfant, si c'est plus au niveau scolaire, si c'est plus au niveau de problèmes intériorisés ou extériorisés, évidemment, la teneur de l'intervention va varier, mais vraiment plus se diriger vers les besoins de l'enfant. Finalement, le profil dysfonctionnel, qui est le profil qui nous semblait le plus vulnérable ou dans lequel on constatait le plus de co-occurrence, une intervention davantage systémique intensive, comme on constatait un risque localisé un peu partout, ça pourrait être une piste intéressante. Maintenant, j'en ai glissé un mot tantôt par rapport au profil dysfonctionnel. Il y a possiblement une composante développementale. Évidemment, les profils ou les portraits qu'on présente ici, c'est tiré d'une photo, d'un portrait très, très localisé dans le temps, à savoir pendant 3 mois, quels sont les signalements qui ont été faits. Ça pourrait être très intéressant justement d'aller voir comment ces profils-là vont évoluer dans le temps pour savoir justement le profil dysfonctionnel dans lequel on comprenait les enfants les plus jeunes mais qui avaient le moins d'antécédents. Est-ce que ça va demeurer comme ça ou comment ça va évoluer dans le temps? Puis à l'inverse, le profil qui comprenait les enfants les plus vieux où les problèmes étaient plus localisés au niveau de l'enfant, comment c'était à leur entrée dans le système par exemple? Donc comment ça a évolué tout ça? Une alternative ou en fait une piste d'intérêt pour aller creuser tout ça, ça pourrait être d'aller faire des trajectoires latentes justement pour aller voir s'il y a d'autres éventuelles études d'incidence pour aller voir justement comment tout ça évolue. Donc voilà pour les réflexions qu'on a jusqu'à maintenant. Maintenant, ça fait le tour rapidement de l'étude qu'on a réalisée.